Hello tout le monde et bienvenue, je suis Mansour Oumaima et aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans le monde d'AWS Glue, cet outil qui transforme la manière dont nous travaillons avec les données. Ensemble, nous allons découvrir comment Glue peut transformer nos données et les préparer pour l'analyse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une vue d'ensemble d'AWS Glue, un outil essentiel pour la transformation de nos données. Nous allons voir son rôle dans une architecture type. Cela va vous permettre en fait de comprendre comment elle orchestre et simplifie le traitement des données. Ensuite, je vais vous amener directement dans la console d'AWS pour une démonstration en direct où vous allez pouvoir voir AWS Glue en action, facilitant bien sûr les processus complexes d'ETL de manière élégante et efficace. Bon, après cet aperçu général, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'exactement Glue? Penchons-nous sur cette question pour mieux comprendre ce puissant service. Bon, en termes simples, AWS Glue est un service serverless spécialisé dans l'extraction, la transformation et le chargement des données. Ce service facilite la préparation et les traitements des grands volumes de données pour l'analyse, tout en offrant bien sûr une intégration fluide avec d'autres services AWS. Pour mieux le visualiser, je vous invite à penser à AWS Glue comme un assistant ultra efficace dans une immense bibliothèque. Imaginez que vous avez toutes ces données, un peu comme des livres, qui doivent être triés, nettoyés, transformés et placés exactement là où vous en avez besoin. Vous dirigez cet assistant avec vos scripts pour lui dire comment organiser ses livres, bien sûr, c'est-à-dire vos données. C'est vous qui définissez les règles de jeu, tandis que Glue s'occupe de tout le travail technique en coulisses. Laissez-moi maintenant vous montrer une architecture typique où Glue joue un rôle clé. En fait, pour illustrer comment Glue fonctionne, j'ai choisi de vous présenter un cas concret. Euh, Nous partirons en fait d'une source de données Open Data qui est Seaworld Bank et nous utiliserons en fait des données sur l'inflation que nous allons en fait les acheminer vers un data warehouse qui est ici Redshift. Bien sûr, après les avoir transformés. D'ailleurs, en fait, je mettrai le lien vers ces données en fait en description. Bon, voyons maintenant ensemble les différents composants que vous voyez en fait dans ce diagramme. Et commençons par Amazon S3. En fait, S3 ici, il joue le rôle de notre espace de stockage pour les données brutes. On peut le voir en fait comme une bibliothèque géante où on garde toutes nos données bien en sécurité et prêtes à l'emploi. Passons maintenant au VPC Endpoint. Ici, il s'agit en fait d'un point de connexion sécurisé qui permet à votre Virtual Private Cloud VPC de communiquer avec les autres services AWS. Cela en fait garantit que vos données ne transitent pas par Internet et va offrir en fait une transmission privée et sécurisée à vos données. Voyons maintenant le cœur de notre architecture AWS Glue avec tous ses composants. Et commençons par AWS Glue Cloud Roll. Les Cloud Roll ici, c'est nos détectives en fait privés de nos données. Ils parcourent, scrutent les données, saisissent leur structure et leur format, puis les rangent astucieusement dans le data catalogue pour avoir un accès et une référence optimisée. Donc, vous l'avez bien compris, ici, Data Catalog, c'est le cœur de notre système. On peut l'imaginer en fait comme une table des matières de notre bibliothèque de données. Il a toutes les infos sur où se trouvent les données, en simplifiant bien sûr énormément l'accès pour les autres services AWS. Passons maintenant aux ETL Jobs. En fait, les ETL Jobs, ce sont nos petits génies qui bossent en coulisses et prennent les données brutes, les transforment, bien sûr selon nos scripts, et les préparent pour être envoyés à Redshift. Donc, Redshift, c'est l'endroit où nos données sont stockées après transformation. C'est notre data warehouse. C'est aussi un centre d'analyse. Il est conçu pour traiter rapidement et efficacement des analyses complexes sur des grands volumes de données. On note aussi ici la présence de CloudWatch Logs. En fait, les CloudWatch Logs, c'est notre tableau de bord du surveillance. Il enregistre les activités du système, il offre
une vue d'ensemble pour suivre les performances. En fait, je peux dire que c'est un outil parfait en fait pour détecter et résoudre rapidement les problèmes en assurant un fonctionnement fluide et efficace de tout notre système. En fait, chacun de ces composants qu'on vient de le voir travaille en synergie pour permettre un flux de données fluide et sécurisé du point de collecte qui est la World Bank à l'analyse en profondeur dans Redshift. Donc, je vais vous proposer maintenant d'aller directement dans le vif du sujet avec une démonstration pratique sur la console AWS où là, on va vraiment voir tous ces composants en action. Nous voilà maintenant sur la console AWS et on va commencer par S3. Donc, on fait S3. On va aller sur S3 et là, on va commencer par créer une bucket. Cette bucket, on va lui donner un nom qu'on va la nommer démon inflation. Et puis, on va faire create. Donc, voilà notre bucket, elle est bien créée. On va aller sur démon inflation et on va créer un premier folder qu'on va le nommer data. Create folder. Je vais créer aussi un deuxième folder que je vais le nommer ici script. Donc, script, en fait, on va l'utiliser pour nos jobs, nos ETL jobs. Donc, il va contenir des fichiers provenant de TL jobs. On verra ça après, quand on commencera à mettre en place nos jobs. Et la data, en fait, ce fichier, il va contenir les données brutes provenant de la source World Bank. Donc, on va sur data et je veux créer un premier folder que je vais l'appeler HCPI. HCPI, pourquoi? Pour dire indice des prix à la consommation, donc qui sont des données sur l'inflation. Donc, dans HCPI, je vais créer en fait un autre folder, un premier folder que je vais l'appeler HCPI, HCPI-A, pour dire en fait un indice des prix à la consommation par année. Donc, tous mes données là pour les indices des prix à la consommation sont classés par année, mois et trimestre. Là, je suis sur année. Donc, je reste ici et je veux aller sur HCPI-A et je veux commencer à rajouter mon premier fichier, add files. Donc, j'ai ici et pour être sûr que je suis dans le bon, oui, c'est là. Et je vais aller HCPI-A et je vais transférer. Donc, vous voyez bien ici mon fichier en format CSV. Je vais faire upload. C'est bien. Là, j'ai bien ajouté mon fichier CSV. Je fais close. Voilà. Donc, pour HCPI, là, je vais revenir et je vais créer d'autres folders pour le mois et le trimestre. Et je reviendrai vers vous pour vous montrer tout le résultat. Voilà. En fait, ici, j'ai ajouté plusieurs dossiers dans notre dossier data. Donc, chacun de ces dossiers, il représente en fait un indicateur économique différent. Par exemple, ici, vous voyez CCPI pour l'indice des bases des prix à la consommation. ECPI, c'est pour l'indice des prix de l'énergie. Et aussi, en fait, j'ai ajouté chômage pour le taux de chômage et un dossier PIB pour le PIB. Donc, en fait, vous voyez, j'ai des dossiers qui contiennent en fait des données relatives à des indicateurs économiques. Et en fait, pour avoir une organisation optimale, ce que j'ai fait, en fait, chaque dossier, par exemple, là, vous voyez CCPI, chaque dossier, en fait, est subdivisé en 3 sous-dossiers. Un pour des données mensuelles, un pour les données annuelles et un pour les données trimestrielles. Donc en fait, cela va nous permettre en fait d'avoir une bonne organisation de nos données. Voilà. Bon, passons maintenant à AWS Glue. Donc on va à AWS Glue. Hop. Donc on va commencer en fait ici par créer un crawler.
Donc, juste un petit rappel avant, comme on l'a déjà vu, en fait, le crawler va en fait fouiller dans les données qu'on a déjà stockées dans S3, il va les scanner et puis il va créer une table dans notre data catalogue. Donc, pour mettre ça en place, je vais d'abord aller dans Database. Je vais commencer par créer une database. Database. Donc, en fait, cette database, en fait, elle va servir de contenant pour les tables qui seront générées par le crawler. Donc, je vais appeler ma table data inflation. Je ne vais pas donner de localisation, non plus de description, et je vais la créer. Donc voilà, elle est bien créée. Là, je vais passer vers les crawlers. Donc, je vais créer un crawler, donc create crawler. Je vais lui donner un nom. Donc, crawler inflation. Donc, je fais next. Donc ici, comme vous le savez, il faut lui donner une source de données, add data source. Là, je vais aller dans démo. Et dans démo, je veux choisir data. Vous savez, le dossier data, il contient en fait toutes mes données sources d'inflation. Donc, je clique ici, choose. Pourquoi c'est rouge? Ok, c'est bon. Je rajoute la data source. Et puis, ici, c'est optionnel. Vous pouvez en fait créer un classificateur. Moi, je vais le faire. En fait, juste un classificateur, en fait, il va aider le crawler à bien interpréter les données. Donc, je vais dire là, c'est classifieur crawler inflation. Voilà, c'est bon. Donc, le type des fichiers, c'est CSV. Ok, comment c'est bon. Detect ID, c'est bon. Donc, je vais le créer. Je vais create. Voilà. Donc, je retourne ici et donc je retourne ici et je vais rajouter mon classificateur. Ok, je le vois pas. Bon, on va rafraîchir. Ok, donc inflation, je vais aller vite. Hop, next, je vais rajouter ma source. Ok, data, voilà, choose, d'accord. Ok, et là, normalement je le vois. Ouais, elle est bien là. Voilà, et je fais next. Donc, ici, on voit que il faut que je donne un EAM role. Donc, l'EAM roles, ici, en fait, c'est les roles qui vont donner le droit, en fait, au crawler, par exemple, d'accéder à S3. Donc, il lui faut un droit d'accès. Donc, moi, j'ai créé déjà auparavant. Vous pouvez ici aller essayer et faire créer une new EAM source et vous lui donnez des droits nécessaires pour qu'il tourne bien. Moi, je vais faire next. Donc, je vais choisir ma target, qui est data inflation, qu'on l'a déjà créé dans database. Ok. Ici, vous voyez, vous pouvez sculer en fait votre crawler. Moi, je veux pas, je le laisse en demande. Sinon, vous pouvez le faire daily, weekly, monthly, etc. Donc, voilà. Next. Tout est bon. Et du coup, là, je vais créer mon crawler. C'est bon, je fais run. Et je reviens après pour vous montrer le résultat parce que ça va prendre un peu de temps. D'accord? Voilà, le crawler, il vient de terminer en fait son travail. Il a tourné pendant 1 minute et 8 secondes, ce qui est plutôt rapide. Bon, donc allons voir ensemble le résultat dans database. Ok. Data inflation, on va voir le résultat. Ok, donc comme vous le voyez ici, là, vous voyez que il a bien respecté la structure que j'ai déjà définie dans S3, donc CCPI A, M, etc. Ok, donc on va voir un exemple CCPI A. Donc ici, vous voyez là le résultat, les notes colonnes. Il a bien détecté les notes colonnes avec leur type. Donc vous voyez country code string, IMF country code est double, country string.
Ok, c'est très bien. Donc, ce que je vous proposais là, d'aller voir directement ETL Jobs et on va voir ensemble, en fait, on va créer ensemble un script ETL Jobs qui va transformer un ensemble de données sources de S3 et qui va les intégrer après, après transformation dans notre Redshift. Donc, allons voir le script editor. Donc, Spark, Start Fresh, oui, Create Script. Donc, d'accord. Vous voyez déjà, en fait, il vous a donné en fait un ensemble des bibliothèques, hein, et il vous a déjà défini en fait votre Spark contexte. Aussi, il a créé une session Spark à partir de contexte glue. Ok, et ici, il a bien euh, initialisé le job glue avec le nom et les arguments récupérés. Ok, donc le job commis. Donc moi, je vais changer ce script. Bien sûr, on va garder en fait l'ensemble de ces bibliothèques, mais on va rajouter d'autres bibliothèques. Donc, euh, ok, ce qu'on va faire, moi j'ai préparé déjà le script. Je vais mettre le script directement ici et je vais vous l'expliquer. Donc, ok, donc voici là, j'ai importé, à part les bibliothèques qui existaient déjà, j'ai importé d'autres bibliothèques comme Dynamic Frame, voilà, PySpark, .sql function as if, voilà. Donc ici, l'initialisation des paramètres de JobGlue, je l'ai gardé, je ne l'ai pas touché. Et là, je suis passée ici et j'ai commencé là à lire en fait les données de chaque source. Donc vous voyez ici l'objet source, il va prendre la liste en fait des noms de sources euh, à partir desquels les données seront lues. Là, j'ai défini un data frame et ce data frame, il va en fait lire chaque source et en ne sélectionnant que, vous voyez là, country code et country, puisqu'on est sur une table de dimension géographique. Donc, on a country code et country. Elle aura en fait deux colonnes, que country code et country. Donc, après, ici, ce que j'ai fait, j'ai fusionné tous les data frames en un seul. Euh, voilà, et puis j'ai supprimé les doublons. Et puis ici, j'ai converti en fait mon data frame en dynamic frame. Euh, voilà. Et puis là, en fait, j'ai défini les options de connexion à Redshift. En fait, là, vous allez mettre l'URL de votre Redshift. Le nom de votre table, moi j'ai nommé ma table DIM géographique, user, le password et le Redshift TimeDir. Vous voyez ici ce que j'ai mis le path de mon dossier là. Il faut rappeler que j'ai créé un dossier script et je vous l'avais dit qu'on va l'utiliser, je vous avais dit qu'on va l'utiliser en fait dans notre job UTL. Donc, il est là. Et puis là, ce script en fait, il permet d'écrire le résultat dans Redshift. Voilà. Donc là, on va faire save. En faisant save, bon, il faut définir le nom de votre ETL job. On va ici, on va lui donner un nom et on va dire ETL dim géographique. Voilà. Donc, je veux aussi définir un IAM Donc, c'est US. Le type, c'est Spark. La version, c'est Glue 4, langage Python. Ok, c'est bien. Après, la connection, moi en fait, j'ai déjà configuré une connexion avec Redshift, une connexion JDBC. En fait, je vous invite aussi à faire la même chose, définir en fait votre connexion pour que en fait AWS et Glue pouvoir facilement écrire dans votre Redshift. Voilà. Après, c'est bon, je fais save et puis je fais run et je vais laisser tourner et je vous montre après le résultat dans Redshift. Voilà, notre ETL DIM géographique vient de terminer son travail. Il a tourné pendant 1 minute et 40 secondes pour transformer et charger nos données dans Redshift. Euh,
Moi, pour construire en fait mon modèle, j'ai mis en place d'autres ETL jobs pour chaque table de dimension et pour la table, plusieurs ETL pour la table de fait. En fait, vous trouviez le lien dans la description vers tous mes scripts ETL et aussi le modèle que j'ai mis en place qui est un modèle en étoile. Donc maintenant, passons dans Redshift pour voir le résultat. Donc moi, j'ai chargé mes tables dans Dev. Là, on va dans Dev et on va voir toutes les tables qu'on a créées ici. Hop. Donc vous voyez là, j'ai 4 tables de dimension et une table de fait. On va essayer d'aller voir ici la table géographique ensemble. Donc voilà la table, la structure de dim géographique. On a country code et country, les deux colonnes, avec country code qui est une clé primaire. Je vais vous montrer aussi une autre table. Par exemple ici, dim sectoriel. On trouve ici l'ID secteur et le nom de secteur avec ID secteur comme une clé primaire. Ok, donc j'ai mis aussi en place en fait une requête pour obtenir en fait les valeurs d'inflation et de chômage pour chaque pays entre l'année 2017 et 2022. Voilà le résultat, il est là. Donc on voit ici les countries avec l'année et puis ici le taux d'inflation et là on a le taux de chômage. Voilà donc on a terminé notre vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures avec les données. Merci et au revoir.